Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global. Bonjour aux auditrices et auditeurs de Radio Anthropocène. Vous écoutez Terreau commun, une émission radiophonique animée par Archipel Maison de l'Architecture, qui donne la parole aux actrices et acteurs de la métropole de Lyon, celles et ceux qui accélèrent la transition et l'adaptation de la ville aux enjeux écologiques, climatiques et sociaux de demain. Terreau commun, un espace de ressources, une bibliothèque de voix, un creuset de projets en cours d'expérimentation ou réalisés qui vont dans le sens du mieux et du moins. Bonjour Omar Tougid et merci de votre présence dans notre studio de la Place des Terreaux à Lyon. Bonjour et merci de votre invitation. Omar Tougid, vous êtes artiste dans la compagnie Cessez-le-Feu qui propose des spectacles pyrotechniques. Vous êtes aussi résident permanent de la Friche Lamartine située dans le 7e arrondissement et également dans le 3e arrondissement de Lyon. Et vous êtes administrateur dans le collège décisionnaire de cette même friche. La Friche artistique Lamartine, c'est un lieu d'expérimentation et de création ouvert à toutes les pratiques qui permet à plusieurs centaines d'artistes par an de bénéficier d'espaces de travail à bas coût. Si l'association Lamartine a été fondée en 2010, l'expérience de friche artistique est-elle plus ancienne ? Omar Tougid, vous qui êtes là quasiment depuis les débuts en 2002, pourriez-vous revenir sur l'aventure urbaine de la friche et donc revenir sur les différents sites successifs qu'elle a pu occuper depuis la friche RVI jusqu'à la friche 7, inaugurée tout récemment en octobre 2024 ? Oui, avec plaisir. Alors, il y a une lecture qui se passe en 3 phases, 3 grandes façons d'investir la ville et d'occuper des bâtiments. La première commence en 2002. Elle se situe dans le 3e arrondissement, dans une usine industrielle automobile qui est un vestige de la désindustrialisation urbaine, une usine Berlier, RVI, Renault Véhicule Industriel, d'une superficie de 30 000 m² couverts, une ville dans la ville. C'est un bâtiment industriel, métallique, avec des chais, un bâtiment très brut, où il fait froid l'hiver, les canalisations gèlent, on se bat pour que l'espace désinvesti ne soit pas occupé par des pigeons ou des rats. C'est sale, mais en même temps, de grands volumes, de grands espaces de créativité, d'appropriation de l'espace, de grandes fresques pour les graffeurs, de grosses constructions. C'était aussi bien un terrain de basket que un lieu de construction de chars pour les défilés, que ce soit pour la Biennale de la danse ou le défilé de la Biennale de la danse ou d'autres événements, et sur un espace de plein pied. Donc on est dans une plaine en fait, et une ville dans la ville où il est facile de s'isoler du monde parce qu'on a un espace de pratique, on a l'espace de pratique des autres, on a des douches, on a des cuisines arrangées, bidouillées. C'est une sorte de Disneyland pour adultes. Et cette expérience, elle se termine par un incendie et on vit notre expérience dans un lieu beaucoup plus petit, à 500 mètres de là, rue Lamartine, ce qui va donner le nom à l'association de la Friche Lamartine. Et on est dans un bâtiment qui est une ancienne usine de bonneterie, une ancienne usine Gamma de 3000 m² de superficie, mais on est dans une tour, on est dans un bâtiment sur 3 niveaux avec de grands couloirs et des espaces centraux qui ont permis la rencontre et l'organisation. Donc on est dans une dynamique de ruche. Les espaces sont plus petits, il y a beaucoup d'acteurs, la population a un peu changé, mais on a des petits espaces, c'est à la fois cosy, les bureaux du patron, du chef d'entreprise sont accessibles en traversant l'escalier Moumout, comme on l'appelait, et on s'est fait plein de fictions dessus. Et cette expérience se termine en 2019 et là, la ville nous propose d'habiter différents lieux parce qu'elle n'a plus les moyens de trouver de grands espaces. Et on commence à vivre une logique d'archipel, différents lieux dans différents arrondissements. Donc au début, en 2019, dans le 3e et le 9e, juste à côté, dans le 3e, juste à côté de l'Institut d'art contemporain, et dans le 9e, sur le cours Mariéton. Donc avec des sociologies, des réalités de bâtiments complètement différentes. Soit un ancien bâtiment, on va dire, d'entreprise, soit un bâtiment qui est un bâtiment public, qui était l'espace où étaient stockées les archives des bibliothèques municipales,
ou tout récemment, on a récupéré un lieu qui est un équipement culturel dans le 7e, un bâtiment de 1500 m² avec des grands volumes. Donc on a actuellement près de 3000 mètres d'espace couvert pour des pratiques, des espaces très fonctionnels, très professionnels, un peu bruts parfois, mais maintenant avec la capacité, vu que ce sont des lieux ERP3 dans le 3e et ERP5 dans le 3e et ERP3 dans le 7e, donc on a une capacité d'accueil qui est très forte, qu'on n'a pas encore activée parce qu'on est encore après une phase d'appropriation de l'espace, on est dans celle de l'organisation de travaux. Voilà, et cette expérience, c'est ça, celle d'Archipel dans la ville. Alors, vous l'avez un peu esquissé là dans votre réponse, mais en quoi ces temporalités et ces géographies variées dans la ville révèlent et créent tout à la fois des modes d'occupation différentes, des relations changeantes, on imagine, aux élus des mairies locales et centrales, et des liens multiples avec la ville et avec les quartiers en question. Comment finalement le contenant dont on dispose a une incidence sur ce que l'on y fait et sur les manières de le faire? Suite à cette question, j'ai essayé d'analyser un peu nos process, notre expérience réelle. Et il y a plusieurs éléments. Il y a l'acte fondateur qui est la genèse de l'occupation d'un lieu. Il y a la sociologie des acteurs qui occupent ce lieu. Il y a la forme d'organisation collective. Il y a le rapport qu'on peut avoir à l'espace, le rapport qu'on a avec les élus, les équipes municipales, la dynamique interne qui se crée et l'image au final que génère le lieu. Et la première expérience, elle commence par une effraction. C'est-à-dire que c'est un événement qui se passe en 2002 et des artistes qui restent, qui ont conscience des besoins en espace de pratique, une conscience des politiques d'urbanisme et que sur un lieu aussi grand, la latence est grande. Donc, ils décident d'occuper le lieu. Le lieu est squatté et fermé par ces acteurs. La ville de Lyon n'a pas les clés du lieu, mais c'est un lieu de 70 000 m² au début, qui va être réduit de 50% de sa surface parce que dans la partie sud du Ténement, il y a la SEPR, la Société d'enseignement professionnel du Rhône, qui bâtit son bâtiment, ses espaces de pratique. Et c'est une sociologie très disparate, c'est des collectifs, c'est des tribus, on est dans des grands espaces, donc on est dans un processus sociologique très préhistorique quelque part. Et chaque territoire, qui sont des grands territoires, a une culture qui soit liée à une conscience de classe, à un parcours de vie, des objectifs, des moyens d'action, des modes de communication différents. Donc c'est potentiellement très riche, mais aussi très conflictuel. Et là... il y a trois grandes dynamiques, celle d'une population très contestataire, celle d'acteurs qui sont en quête de reconnaissance institutionnelle et d'autres qui sont en recherche d'une forme d'autodétermination esthétique de leur travail. Et c'est les grandes dynamiques. Donc l'appropriation de l'espace est sauvage, on est dans le Far West urbain, on est dans la ruée vers l'or foncier, et il y a aussi de l'habitat. Et donc, tout dans le rapport avec les élus, on est dans un rapport de contestation, on est dans un conflit. Et la ville nous teste parce qu'elle est sous deux injonctions différentes. Celle en tant que ville qui veut devenir une capitale européenne, elle doit avoir une friche underground. C'est un prérequis. Et donc, on bénéficie de cette injonction qui permet à l'expérience d'exister alors qu'on est une verrue, on n'aurait jamais dû exister. Et du coup, à l'intérieur, la dynamique, c'est une liberté effrénée, extrême, une effervescence et des logiques de transgression assez puissants. Et ça donne au lieu une image avec une attraction underground très très forte. Quand on déménage dans la rue Lamartine, là, l'acte fondateur, c'est un incendie, c'est une évacuation. On a vidé la friche RVI accompagnée de la police municipale. C'était une expérience très très violente pour tous les gens et les gens qui socialement n'étaient jamais confrontés aux forces de l'ordre. Ils ont vraiment traversé un traumatisme. Et là, on est sur une population beaucoup plus homogène. La ville a décidé de créer un filtre par des appels à projets. Et du coup, toute la frange un peu contestataire, les punks à chiens, les squatteurs sont évincés de l'histoire. J'étais un peu de cela, mais par le fait de l'incendie, je bénéficie d'une solidarité d'autres acteurs qui sont sur ce projet-là. Et j'intègre les lieux. Et là, se construit une organisation collective avec une logique un peu d'appropriation des espaces, mais avec l'envie d'une organisation partagée, plus collective, plus raisonnée. Mais on est sous la dépendance de la ville qui gère elle-même les travaux, elle ne nous fait plus confiance.
Et dans le rapport avec la ville, on est un peu manipulé, on est un peu instrumentalisé, bien qu'on soit soutenu. Et la dynamique, c'est beaucoup de professionnalisation. Une dynamique très très forte, parce que des rapports très rapides, très courts, donc une structuration des parcours professionnels, de l'organisation collective, un développement, et on est dans une expérience où, je disais souvent qu'à cette époque-là, on testait la limite, comme si le plafond était une membrane. Avant, on avait brisé le plafond de verre, et là, c'est une membrane comme une enceinte. Elle monte, elle est très chaude, elle est très souple, et on teste les limites sans jamais la déchirer. Et ce lieu devient une sorte d'atout pour l'équipe municipale. On est un atout territorial parce qu'on répond à la demande de besoin d'espace de pratique, et en même temps, vu qu'on fait des événements en extérieur, on devient un atout territorial et aussi un atout électoral. Et là, en 2019, nouvelle expérience, tentative de co-construction d'un projet avec la ville qui, au final, le reprend à sa sauce. Parce que tout compte fait, ils n'ont pas la culture du dialogue. Donc, du coup, on nous livre un bâtiment fonctionnel, mais un peu carcéral, et dispersé dans la ville entre le 3e et le 9e. Et maintenant, dans le 7e, avec la récupération d'un lieu qui était un ancien équipement culturel. Donc, c'est la première fois qu'on a un bâtiment qui a un équipement culturel. Donc, ça parle de notre progression dans le regard des institutions. Et on est invité à une forme d'hybridation. On accueille des structures qui sont dans des rapports marchands, ce qu'on a toujours refusé, des écoles de musique du 7e qui font de la transmission à des élèves qui sont sur le territoire du 7e, des acteurs qui sont plus liés à l'architecture, comme Pourquoi pas, dans leur pratique d'architecture un peu innovante. Donc la friche se multiplie et s'hybride. Et notre rapport à l'espace, c'est la notion de commun qui devient de plus en plus forte, même s'il y a des résistances. Toujours par rapport à des questions de confiance mutuelle et de sécurité, parce que nos dispositifs sont précieux pour nos acteurs. Et je pense qu'on est vu qu'on est au début d'une phase, on est dans une organisation vraiment en mutation. Mais on ressent un soutien ouvert très marqué de la ville. On a l'impression d'avoir une sorte de carte blanche, et ça nous donne un sentiment de possible, de pouvoir encore plus librement irriguer le territoire, parce que même si la friche est un peu méconnue, tous les acteurs sont partout, dans les scènes de la musique, du théâtre, du spectacle vivant, dans le cercle de l'éducation, quand la culture va sur les établissements scolaires, par exemple. Et ça nous donne peut-être un potentiel d'impact sur le territoire très fort. Et j'ai l'impression qu'en termes d'image, on représente la manifestation d'une politique culturelle écolo qui est très théorique, qui est plutôt basée sur la logique d'une attention sur les ressources. Et nous, elle est plutôt axée sur la qualité des relations. Et du coup, c'est très, très agréable de se sentir soutenu, et voire même d'être quelque part prescripteur d'une façon de faire. Donc, c'est un peu notre réalité, voilà. Ok. Aventure urbaine donc, mais aussi et surtout aventure humaine et artistique. Selon vous, Omar Tougid, la friche artistique Lamartine est un laboratoire démocratique. Vous me parliez en préparant cette émission de permaculture sociale et artistique. Quels sont concrètement les ingrédients pour un tel projet, et comment cela se manifeste-t-il ? J'en ai identifié 6. Le premier, c'est ce que je dirais, c'est l'insistance. Le frichard, c'est quelqu'un de robuste, de résistant, parce que c'est quelqu'un qui est dans la précarité à la base. Sinon, il serait dans le circuit institutionnel ou dans le circuit marchand. Et donc, il a la capacité de mobiliser les ressources de sa précarité. C'est la première expérience qui était vraiment vitale et qui a fait que des gens ne sont pas rentrés dans l'expérience de la friche RVI. Après, c'était plus accessible, mais ça prend la forme d'un esprit de laisser-faire, d'une tolérance, d'un grand respect pour la diversité. On a toujours défendu la pluridisciplinarité de nos occupations, de nos actions, toujours avec une pensée très forte sur un aspect non sélectif et non distinguant de la légitimité des pratiques, des différentes pratiques. Donc, le troisième élément qui a permis cette logique de permaculture sociale et culturelle, c'est l'idée de favoriser et d'animer l'action collective. Ensuite, c'est un soutien.
l'idée du soutien aux pratiques, c'est-à-dire en aménageant des espaces qui sont fonctionnels pour les différentes pratiques. Et les besoins sont très différents d'une pratique à l'autre. Je ne veux pas le développer parce qu'on n'a pas le temps vraiment, mais on a aussi développé l'entretien d'espaces communs, des espaces vides qui sont accessibles à tous, qui sont des espaces de rencontre, qui sont nos places publiques, nos agoras, qui peuvent être appropriés légitimement, donc dans le libre accès, et aussi la mutualisation de nos espaces, autant que possible, autant que quand les espaces le permettent et quand le niveau de sécurité et de confiance est établi, on essaye de mutualiser nos espaces au bassin culturel lyonnais, qu'il soit culturel ou citoyen. Et le 5e point, c'est la notion du partage du pouvoir. Notre bureau, on va dire associatif, est un collège décisionnaire où on se libère de la formation un peu classique du président, trésorier, secrétaire, et on essaye d'avoir un bureau à plusieurs cerveaux qui est plutôt de 8 personnes, un conseil d'administration large pour intégrer la diversité de nos réalités, parce qu'on est quand même dans une réalité très complexe, collectivement parlant. Même la notion de chef d'établissement qu'on récupère, qu'on est obligé d'assumer sur les notions de sécurité et d'accueil du public, elle est distribuée entre 10 personnes qui gèrent et qui s'approprient cette culture qui est complexe par rapport à une zone spatiale sur les 3 sites de la friche et qui permet de diffuser une culture de la sécurité à l'ensemble des occupants de la friche. Mais c'est un processus assez long. Et du coup, il y a toujours eu cette dynamique de démocratie horizontale qui se veut tournante, c'est-à-dire que c'est possible d'être dans des espaces de pouvoir ou des espaces d'organisation que je considère comme des espaces de formation. On pourrait considérer que notre collège décisionnaire, c'est un peu les classes à l'armée ou la maternelle, parce que ça permet à chaque membre, au-delà de sa pratique, de comprendre la diversité, la richesse et la complexité de la friche, et d'être averti par rapport aux enjeux qu'on traverse. Et je dirais que l'engagement bénévole est primordial pour que cette expérience qui est possible et qui est utile parce qu'elle offre des moyens d'action à moindre coût, mais elle a besoin d'être équilibrée par un engagement, et c'est toujours compliqué parce qu'on est toujours dans le mode de l'invitation et c'est compliqué. Voilà. Et je dirais qu'on a toujours eu une prudence économique. On a un budget à peu près de 130 000 € qu'on gère de manière équilibrée entre subventions et ressources propres, même si en ce moment, le 3e tiers, c'est plutôt de l'amortissement des budgets qu'on a eu pour nos travaux. Et cette prudence économique, c'est quelque part pour nous le respect d'un rythme commun. Et je dirais que le 6e point de cette permaculture, c'est la nécessité d'un dialogue permanent et d'une pédagogie constante pour apprendre à se connaître et vivre ensemble sereinement. Donc une certaine liberté. Vous me parliez par exemple de l'exemple du confinement en 2020 et de la manière dont la friche avait pu être un espace social protégé, mais tout à la fois, espace de liberté, certes, la friche n'en est pas moins une micro-société avec ses règles et ses responsabilités partagées entre usagers, vous le disiez, administratrices, administrateurs, publics. Quelles responsabilités justement sont pour vous, Omar Tougid, au cœur de cet espace de la friche, de cet écosystème, et quels engagements finalement sont à l'œuvre ? Plutôt que de responsabilité, dans la notion d'un espace social protégé, ça s'appuie sur 5 piliers que j'ai identifiés. C'est cette notion d'abri. C'est-à-dire que face à la jungle institutionnelle ou au marché, une friche propose une solution accessible et elle permet une autonomisation individuelle des acteurs de la friche par le partage des ressources, des espaces de pratique fonctionnelle, un réseau de compétences et une bibliothèque de savoir et d'informations que représente chaque adhérent de la friche, parce qu'il a un parcours, une éducation, une curiosité et une source de diffusion de savoir. Ça devient un lieu de possible, une culture où on développe une culture de possible par l'accès, par la mutualisation de nos moyens et par une sorte de stimulation mutuelle. Quand on est à la friche, c'est facile de travailler en fait, ça donne envie de travailler. Et du coup, on essaye aussi de développer des temps et des espaces de rencontre pour que la place de la différence, elle se vive dans la simplicité et l'évidence, et qu'on ait conscience de la richesse de l'autre, ce qui n'est pas la mode en ce moment. Et ça donne une forme de puissance d'agir à l'échelle de l'individu et du collectif.
Moi, j'ai dans ma mémoire l'image d'un partenaire que j'avais, quelqu'un qu'on appelait Droupi, qui était plasticien, qui galérait à faire de la peinture chez lui. Il est venu occuper notre local de cessez-le-feu rue Lamartine. Il a commencé à faire ces petits tableaux qu'il faisait chez lui. Après, il s'est mis à peindre les murs du bâtiment. Après, il s'est mis à rencontrer des gens. À rencontrer des gens et à se rappeler qu'il était DJ. Et maintenant, il est President of Love, DJ professionnel et intermittent du spectacle. Un autre aspect de cette dynamique-là, c'est le Covid. La friche était pour moi un espace protégé où je pouvais, à l'abri des contraintes de distance sociale, me retrouver avec des gens familiers, sortir de cette pathologie un peu sociale que la distance sociale a créée. Et parce qu'il y avait des processus de vigilance mutuelle où dès que quelqu'un avait un coup de bizarre ou était cas contact, il le communiquait aux autres. Donc voilà, c'est tout ce qui en fait un espace social protégé pour nous. Bon, on arrive à la fin de notre entretien, mais peut-être une dernière question au vu de l'histoire mouvementée de la friche. Alors, on peut revenir sur l'idée des responsabilités partagées que j'évoquais, mais sinon, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir? Qu'est-ce qui est acquis, mais qu'est-ce qui reste à gagner? Et quel devenir peut-on imaginer pour ces lieux-là, dits intermédiaires, au sein de la métropole de Lyon, mais aussi au-delà et ailleurs? Je dirais que ce qu'on peut espérer, c'est toujours avoir de la liberté, de l'espace et du temps. On a acquis une expérience collective, on a créé des communs, on a créé un ancrage sur notre territoire et on a l'impression qu'on a acquis une sorte de probité dans nos pratiques de solidarité. Alors, ce qui nous reste à gagner, je dirais que c'est de continuer d'avoir la force de lutter contre une culture assez individualiste dans laquelle on est quand même baigné. Des formes d'exploitation de l'altérité, que ce soit la personne âgée par rapport aux jeunes, que ce soit l'homme par rapport à la femme, que ce soit la personne éduquée à celle qui l'est moins. Donc contre des formes de discrimination, mais sur l'aspect culturel sous toutes ses formes. Et du coup, moi, j'ose imaginer une prise de conscience. Et ça me fait penser au nom d'une compagnie qui s'appelle Volubilis, dont le nom du spectacle est « Habiter n'est pas dormir ». Et ce que j'arriverais à imaginer aussi, c'est qu'un jour, on aille se balader ensemble dans les couloirs de nos friches et qu'un jour, nos artistes viennent dans vos lieux, y exposer leurs esthétiques et que moi, je puisse performer dans vos bâtiments. Mais bien volontiers. Merci beaucoup, Omar Toujid, pour cet échange court mais densément riche d'informations et d'engagement. Et nous organiserons très prochainement une visite à la friche et pour poursuivre l'échange et expérimenter avec les gens qui y travaillent ce lieu. Nous vous donnons rendez-vous le 19 février prochain pour un nouvel épisode de Terreau commun. Toutes nos émissions sont en direct et à retrouver en podcast sur radio-anthropocène.fr. Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global.